D'habitude, quand on observe une métropole japonaise ultra moderne, c'est un peu comme regarder l'écran d'un smartphone dernier cri. On est complètement ébloui par l'interface, les néons partout, les applications urbaines qui tournent à une vitesse folle, et on a tendance à s'arrêter juste à la surface. Ouais, c'est une super image. En fait, on consomme l'affichage lumineux, mais on ignore totalement la complexité de la carte mère qui permet à tout ça de fonctionner. Exactement. Et quand on pense à la ville d'Osaka, l'écran de ce smartphone, c'est en gros le quartier super frénétique de Dotonbori. C'est l'image d'une capitale de la gastronomie, un temple géant du commerce. Mais si on enlève la cocarrière, si on regarde vraiment les circuits imprimés qui sont cachés, on découvre quelque chose de radicalement différent. C'est clair, c'est le jour et la nuit. Et donc aujourd'hui, dans notre plongée au cœur de ce sujet, notre mission, c'est d'aller bien au-delà de cette petite façade touristique. On analyse un document de recherche monumental qui s'intitule Recherche sur l'histoire du réseau sacré d'Osaka. Et l'objectif, c'est de révéler le véritable système d'exploitation de la ville, c'est-à-dire un réseau spirituel hyper complexe qui a été façonné par des siècles de guerre, de survie urbaine et d'ingéniosité face au pouvoir. Bon, décortiquons un peu tout ça parce que ce rapport, il détruit complètement l'idée d'une simple plaque tournante économique. Ah oui, c'est un changement de paradigme fondamental. Ce rapport, il pose un cadre analytique saisissant dès le départ. En gros, la géographie dicte le sacré. La topographie d'Osaka est dominée par le grand plateau d'Uemachi. C'est une longue langue de terre surélevée qui traverse la ville du nord au sud et qui est entourée de zones inondables et de la baie. D'accord, donc on a la terre et l'eau qui s'affrontent. Voilà. Le document démontre que ce conflit permanent entre la terre ferme et l'eau, ça n'a pas seulement servi à organiser la défense militaire ou le commerce. Cette géographie a littéralement sculpté la colonne vertébrale, spirituelle et politique de la cité. C'est fou. Et pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut d'abord qu'on efface cette idée reçue que le sacré, c'est toujours synonyme de paix, de petits jardins zen et de méditation silencieuse. C'est loin d'être le cas, ouais. Du coup, commençons par le sud de ce fameux plateau avec le sanctuaire Sumiyoshi Taisha. Aujourd'hui, on le connaît surtout comme un lieu super poétique, dédié aux dieux de la mer, où les marins viennent prier, tout ça. Mais le rapport nous ramène directement au XIVe siècle, et là, l'ambiance est bien moins zen. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, on est en pleine période des cours du Nord et du Sud. Donc c'est une ère de guerre civile assez féroce, où deux empereurs rivaux se disputent la légitimité de tout le Japon. Et c'est dans ce chaos absolu que le sanctuaire Sumiyoshi Taisha devient, ni plus ni moins, la capitale militaire secrète de la cour du Sud. Attends, la capitale militaire secrète. Ouais. L'empereur Go-Murakami s'y installe carrément pendant 10 ans. Il est protégé et surtout financé par le clan Tsumori, et ça, c'est la puissante famille de prêtres qui dirigeait les lieux à l'époque. Mais c'est là que j'ai besoin d'une explication. Parce qu'un sanctuaire shinto, c'est pas censé être fondé sur le concept de pureté absolue. Le sang, la guerre, la mort, tout ça, c'est considéré comme une souillure rituelle, non ? Comment des prêtres en robe traditionnelle ont pu justifier le fait de commander une flotte de navires de guerre depuis un espace sacré. Enfin, c'est un peu comme si le Pentagone fusionnait avec la cathédrale Notre-Dame. C'est une comparaison géniale. Et le paradoxe absolu ici, c'est que le clan Tsumori ne voyait strictement aucune contradiction. En fait, au contraire, ils utilisaient l'aura du dieu de la mer pour sacraliser leur violence. Ah, malin. Très malin. En contrôlant la baie d'Osaka, ils contrôlaient tout le commerce maritime. Leur flotte militaire, c'était pas juste une petite force de frappe locale, c'était un réseau géopolitique colossal qui allait jusqu'à la Chine de la dynastie Yuan et à la péninsule coréenne. C'est une vraie multinationale armée, en fait. Exactement. La religion leur offrait un bouclier d'invincibilité divine pour leurs ambitions militaires et économiques. D'ailleurs, le prêtre en chef, Tsumori Kuninatsu, il maniait la poésie religieuse avec la même brutalité stratégique que ses navires de guerre. Et c'est fascinant parce que si on cherche une trace tangible de cette époque aujourd'hui, il faut surtout pas s'arrêter au célèbre pont rouge courbé, tu sais, le Soriashi, où absolument tout le monde prend ses photos pour Instagram. Ouais, tout le monde reste planté là. C'est ça, il faut en fait marcher un peu plus au sud, vers une simple pelouse très silencieuse, qui est juste marquée d'une stèle. Et ça, ce sont les ruines du Sumiyoshi Angu, donc le palais temporaire de l'empereur. Se tenir sur cette herbe aujourd'hui, c'est se tenir sur ce qui a été le centre névralgique d'un empire naval en pleine rébellion. C'est incroyable. Ce contraste entre le silence actuel et la violence du passé est vraiment saisissant. Mais cette concentration du pouvoir militaro-religieux entre les mains de l'élite impériale, ça va pas durer.
La dynamique de la ville subit une fracture totale avec l'arrivée de l'époque d'Edo, donc au XVIIe et XVIIIe siècle. Le Japon est pacifié, il est coupé du monde extérieur et le pouvoir glisse progressivement vers une nouvelle force, l'économie marchande. Et ça nous amène au sanctuaire Osaka Tenmango, qui est situé plus au nord. Il faut vraiment poser le contexte ici. À l'époque d'Edo, le shogunat impose un système de classe ultra rigide, d'accord ? Ok. Les samouraïs trônent tout au sommet, suivis des paysans et ensuite des artisans. Et tout en bas de la pyramide sociale, sous prétexte qu'ils ne produisent rien de leurs propres mains, on trouve les marchands. Voilà, ils étaient vraiment considérés comme des parasites par l'élite militaire. Gentiment à leur place. Loin de là, oui. Cette bourgeoisie naissante, elle décide de s'émanciper intellectuellement. En 1724, ils fondent et financent carrément leur propre académie, le Kaitokudo, à 2 pas du sanctuaire Tenmangu. Donc c'est pas juste une petite école de quartier. Non, pas du tout. C'était un véritable bastion de libre pensée. Alors que le gouvernement militaire imposait une doctrine néo-confucienne hyper stricte, vraiment axée sur l'obéissance aveugle, le Kaitokudo enseignait un pragmatisme économique et une pensée critique. Une indépendance d'esprit qui a fini par exploser en 1837. Face à une famine complètement dévastatrice et à la corruption généralisée des bureaucrates du shogun, un érudit de l'académie, Oshiohe Haishiro, déclenche une immense rébellion armée. Alors bon, la révolte a écrasé dans le sang et une grande partie du quartier, y compris le sanctuaire Tenmangu, part en fumée. Et c'est là la suite des événements, c'est ça qui est fascinant. Totalement. Normalement, après un désastre pareil, la population supplie le gouvernement central de débloquer des fonds pour la reconstruction, non ? Mais les guildes de marchands locaux, le fameux Tenmagumi, ils ont catégoriquement refusé. Et ça, c'est un vrai point de bascule historique. Ils ont sorti leurs propres deniers, leurs propres économies, pour rebâtir l'entièreté du sanctuaire. Attends une seconde. S'ils étaient vraiment tout en bas de l'échelle sociale officielle, comment ils ont pu se permettre d'ignorer l'autorité du shogun comme ça ? Refuser l'aide de l'État dans une dictature militaire pour reconstruire un espace public, c'est quasiment un acte de sécession. Mais c'est exactement là que réside le génie politique de cette classe marchande. À travers cette reconstruction autofinancée, la religion change complètement de fonction. Le sanctuaire Tenmangu, c'est plus du tout juste un lieu où l'on prie pour faire de bonnes affaires. Ça devient quoi alors ? Ça devient le symbole massif et architectural d'une éthique commerciale autonome. Les marchands envoient un message super clair au pouvoir central. En gros, ils disent « on n'a pas besoin de vous pour exister, on est financièrement indépendant et résilient ». C'est l'affirmation bruyante d'une fierté de classe, mais exprimée à travers la gestion du sacré. Ah ouais, c'est génial ! Et la preuve physique de cette défiance, on peut encore la voir aujourd'hui. En se promenant dans le sanctuaire reconstruit, il faut vraiment baisser les yeux vers les dizaines de lanternes en pierre massives qui sont éparpillées sur le site. Elles sont toutes gravées avec les noms des différentes guildes marchandes de l'époque. C'est pas de la simple décoration religieuse. Non, c'est littéralement des factures fiscales gravées dans la pierre. Ce sont les reçus éternels de leur indépendance. Des monuments à l'autosuffisance, c'est clair. Cependant, si ces marchands avaient l'argent nécessaire pour s'acheter une respectabilité et carrément un sanctuaire, il y a une question qui s'impose naturellement après. Que restait-il pour ceux qui n'avaient ni classe sociale, ni guilde, ni argent ? Et ça, c'est pour moi la partie la plus poignante de notre analyse. Pour trouver la réponse, il faut quitter les beaux quartiers riches et redescendre vers les anciennes frontières de la ville. Dans le quartier des divertissements actuels de Senichimae, autour du temple Hozenji. Aujourd'hui, c'est un peu un labyrinthe de restaurants, de théâtres, plein de néons. Mais historiquement, c'était la périphérie super sombre d'Osaka. C'était un lieu d'exécution publique et un immense cimetière pour les indigents et les criminels. La zone absolue des ténèbres urbaines, quoi. Et le rôle initial de ce temple Zenji, c'était d'apaiser les esprits de ces morts sans nom. Mais le véritable miracle sociologique de ce lieu, il se produit beaucoup plus tard, juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En 1945. Ouais, en 1945, Osaka est complètement rasé par les bombardements incendiaires. Senichimae n'est plus qu'un champ de cendres et de cadavres. Pourtant, au milieu des décombres fumants du temple, une seule et unique structure a survécu. C'est une statue en pierre de Fudomyo, une divinité bouddhiste un peu courroucée qui est censée trancher les illusions. Donc on a vraiment un décor post-apocalyptique. Et c'est dans ce vide absolu qu'un geste fondamental va redéfinir la relation entre la ville et la foi. Il y a une personne anonyme qui s'approche de cette statue rescapée. Évidemment, toutes les infrastructures sont détruites, il n'y a plus d'encens à brûler, il n'y a plus de nourriture à offrir ni de pièces de monnaie.
Alors cette personne puise simplement de l'eau avec ses mains et la jette sur la statue en guise de prière. C'est un geste d'un désespoir, mais d'une pureté incroyable. C'est clair. C'est pas la forme la plus pure du financement participatif spirituel, ça, hein. La monnaie d'échange, c'est plus l'or ou les offrandes, c'est l'espoir brut. Exactement. Et l'analyse de cette gestuelle dans le rapport est super profond. Pourquoi l'eau? Déjà parce que c'est l'élément purificateur fondamental dans le bouddhisme et le shintoïsme, certes, mais surtout parce que c'est la seule et unique chose qui restait à portée de main dans une ville en cendres. Ce geste instinctif de survie émotionnelle a été immédiatement imité par tous les laissés-pour-compte qui tentaient de survivre dans les ruines. Les orphelins, les travailleurs du marché noir, les acteurs ambulants, les geishas. Tout le monde s'y est mis? Voilà. Et ce lieu a transformé la géographie de la terreur, puisque c'était l'ancien terrain d'exécution, en un épicentre de guérison psychologique collective. La religion s'est complètement dépouillée de ses dogmes rigides pour s'adapter à l'urgence absolue de la survie. Et visuellement, le résultat de ces décennies de prières liquides, c'est époustouflant. La statue, qui a été rebaptisée Mizukake Fudo, donc littéralement le fudo aspergé d'eau, elle a complètement disparu sous une épaisse et luxuriante couche de mousse verte. La pierre n'est même plus visible. Chaque millimètre de cette verdure vivante, ça représente le chagrin et l'espoir d'un habitant de la ville. C'est magnifique. Pour quiconque visite la ville, c'est le vestige le plus organique d'Osaka. C'est niché dans les petites ruelles pavées de Ozenji Okocho, qui semblent vraiment flotter hors du temps. C'est magique. C'est très vrai. Néanmoins, si Ozenji offrait un réconfort mental aux travailleurs précaires qui étaient encore vivants, cette même population a fini par déclencher une crise logistique et spirituelle sans précédent pour la ville, surtout lors de l'industrialisation très rapide de l'ère Meiji à la fin du 19e siècle. Bah oui, parce que les vivants finissent par mourir. Des dizaines de milliers d'ouvriers quittaient leur campagne profonde pour venir travailler dans les usines d'Osaka. Et le drame de cet exode rural, c'est qu'en fuyant la pauvreté, ils coupaient complètement les ponts avec leurs temples familiaux. Et ça, à l'époque, c'est dramatique. Ah oui, dans la culture japonaise, mourir sans famille pour entretenir sa tombe, c'est devenir un esprit errant, un muhen. C'est une angoisse absolue pour eux. Que faire des dépouilles de ces bâtisseurs anonymes qui meurent dans l'isolement urbain total? Et c'est là qu'intervient l'une des solutions les plus radicales de toute l'histoire religieuse japonaise. En 1887, le temple Isshinji prend une décision vertigineuse. Pour pallier cette crise des morts sans attache, les moines annoncent qu'ils accepteront les ossements de n'importe quel individu, sans aucune distinction de classe sociale, de richesse ou d'affiliation sectaire. N'importe qui pouvait y aller. N'importe qui. Et pour régler le manque d'espace urbain parce que la ville déborde, ils décident carrément de broyer ces os, de les mélanger à de la résine et de s'en servir comme matériau de construction pour mouler de grandes statues de Bouddha, qu'on appelle les Okotsubutsu. Attends, je t'arrête tout de suite. Broyer des os humains, mélanger physiquement dans un même moule les restes d'un riche marchand d'Edo avec ceux d'un ouvrier portuaire mort de la tuberculose. Mais c'était un blasphème total pour les élites de l'époque. Ils étaient complètement obsédés par la pureté des lignées et l'étanchéité des classes sociales. C'était un scandale monumental, indéniablement. La destruction de l'identité individuelle post-mortem, ça violait absolument toutes les règles. Mais face à l'ampleur de la crise urbaine, c'était l'innovation sociale ultime. C'est la fin brutale du privilège de classe face à la mort. C'est radical. Très radical. Et l'idée révolutionnaire d'Isshinji, c'est de proposer que la mégalopole d'Osaka elle-même devienne la nouvelle famille de substitution de tous ces individus. Donc, quand une personne vient prier aujourd'hui devant un Bouddha d'os, elle ne prie pas seulement pour son grand-père ou son aïeul. Elle s'incline devant des dizaines de milliers d'anonymes fusionnés. C'est la démocratisation la plus viscérale et la plus littérale possible. C'est dingue. L'expérience d'entrer dans le hall principal d'Isshinji, franchement, c'est bouleversant. On fait face à ces énormes statues blanches et on sait qu'elles sont faites de l'ADN même de la ville. Et ce qui rend ce temple encore plus unique, c'est son refus féroce de rester figé dans le passé. Par exemple, la porte d'entrée principale, c'est pas un vieux portail en bois vermoulu traditionnel. C'est une structure monumentale en acier et en béton brut, avec des lignes ultra contemporaines. Oui, presque brutaliste. C'est ça, ouais. C'est vraiment une institution qui gère la mort tout en regardant obstinément vers l'avenir. Et si la ville a su faire preuve d'une telle flexibilité pour gérer la mort et l'industrialisation, elle a appliqué exactement la même agilité politique pour gérer le chaos du vivant, notamment la maladie, face à un gouvernement central qui devenait de plus en plus autoritaire.
ce qui nous propulse directement vers le sanctuaire Nambayasaka. Alors, à l'origine, ce lieu était dédié à Gozu Tenno. C'est une divinité hyper complexe qui était à la fois redoutée et vénérée parce qu'en fait, elle contrôlait les épidémies. Un dieu assez sombre, ouais. Exactement. Mais lors de la restauration de Meiji, le gouvernement central décide de moderniser le pays en créant une religion d'État vraiment unifiée. Du coup, il ordonne la séparation stricte du Shinto originel et du bouddhisme. Gozu Tenno, qui est jugé trop hybride, un peu trop chaotique, il est purement et simplement banni. Le gouvernement force le sanctuaire à vénérer un dieu shinto officiel, Susanoo. Sauf que le problème ne s'arrêtait pas juste au changement de divinité sur le papier. Le gouvernement interdisait aussi de nombreuses pratiques populaires qu'il jugeait arriérées ou superstitieuses. Or, les habitants de ce quartier pratiquaient chaque mois de janvier un rituel vital pour eux. C'était un gigantesque tir à la corde, le tsunaiki. Et c'était censé repousser la peste et prédire si les récoltes de l'année seraient fructueuses. Un truc super important pour la communauté. Capital. Mais pour la bureaucratie de Meiji, cette divination paysanne non autorisée, elle devait disparaître immédiatement. Et la réaction des habitants, pour le coup, c'est un chef-d'œuvre de ruse et de relations publiques. Plutôt que de s'opposer frontalement à l'armée impériale, ce qui aurait été un suicide, ils ont décidé de maquiller leur rituel. Ils ont tressé leur immense corde pour qu'elle ressemble vaguement à un serpent doté de 8 têtes et de 8 queues. Et pourquoi 8 têtes ? Justement, lorsque les inspecteurs du gouvernement sont venus demander des comptes, les locaux ont pris un air super offusqué, genre « Ah, mais de la divination illégale !» Mais pas du tout. Nous mettons simplement en scène le mythe très officiel du grand dieu Susanoo en train de tuer le monstre à 8 têtes, exactement comme l'exige le gouvernement. Ah, c'est brillant. C'est là qu'on réalise la véritable fonction des rituels dans ce réseau urbain. C'est pas juste des dogmes fragiles, ce sont vraiment les anticorps du système immunitaire psychologique de toute la communauté. Face à la maladie physique et face à la censure implacable de l'État centralisé, les habitants ont tordu le mythe juste ce qu'il fallait pour le faire passer sous les radars. C'est de la véritable contrebande mythologique sûre. C'est exactement le terme. Ils ont préservé l'essence de leur cohésion sociale sous une épaisse couche de vernis politique acceptable. Et c'est tellement visuel. Le vestige le plus photographié de ce sanctuaire aujourd'hui, c'est l'invraisemblable bâtiment en forme de tête de lion géante, dont la gueule, grande ouverte, est censée avaler les mauvais esprits. C'est très impressionnant à voir. Mais si l'on veut vraiment comprendre l'âme du lieu, la vraie pépite, c'est d'observer l'énorme corde à 8 têtes qui est toujours tressée avec une ferveur incroyable chaque année au mois de janvier. Elle est la preuve matérielle de cette formidable roublardise spirituelle. C'est un beau résumé. Donc, si on récapitule un peu le chemin parcouru, on a analysé la militarisation du sacré à Sumiyoshi, l'indépendance financière écrasante des marchands au Tenmangu, le réconfort absolu des exclus dans les cendres de Hozenji, l'assimilation radicale des morts de l'industrie à Isshinji, et enfin, la résistance populaire face à la censure d'État à Nambayasaka. La question inévitable maintenant, c'est de savoir comment toutes ces forces contradictoires finissent par coexister sans faire imploser la ville. Comment on intègre le pouvoir impérial, les riches banquiers, les mendiants, les malades et les morts dans une seule et même structure urbaine. Et la réponse, elle nous ramène au point culminant de la géographie d'Osaka. Tout au sommet du plateau du Emachi, au temple Shitennoji. C'est l'un des plus vieux temples du pays, il a été fondé en 593. Et à l'origine, c'est un projet de l'État pur et dur qui est censé protéger spirituellement la nation naissante. C'était vraiment le temple de l'élite. Exactement. Mais ce symbole élitiste va subir un détournement majestueux pour devenir le point de convergence de tout le peuple d'Osaka. Et le grand architecte de ce détournement, c'est un moine tout à fait exceptionnel du XIIIe siècle, qui s'appelle Ninsho. En 1294, il prend une décision architecturale super lourde de sens. Il fait ériger un immense portail en pierre, un torii, à l'entrée ouest du temple. Et il déclare publiquement que ce portail, c'est la porte d'entrée orientale du paradis, la fameuse terre pure bouddhique. Et Ninsho n'était pas qu'un bâtisseur de symboles abstraits. Il a carrément fait construire des hôpitaux, des léproseries et des refuges pour les plus misérables de la société. Et le truc fou, c'est qu'il les a installés précisément à l'ombre de ce grand temple d'État. Mais pourquoi ? Pourquoi l'élite dirigeante a-t-elle toléré que le symbole ultime de la protection de la nation devienne un camp de réfugiés pour mendiants et malades incurables ? C'est la question centrale.
La clé de voûte de cette tolérance inattendue, elle se trouve dans une pratique religieuse majeure qu'on appelle le Nisokan. C'est la méditation sur le soleil couchant. En fait, lors des équinoxes, le temple et son tori ouest sont parfaitement alignés avec la course du soleil. L'astre plonge exactement au centre du portail en pierre pour disparaître dans les eaux de la baie d'Osaka, tout en bas. C'est très cinématographique. C'est un spectacle incroyable. Et au crépuscule, l'empereur, les seigneurs de guerre, les marchands hyper riches, mais aussi les lépreux et les orphelins, se tenaient absolument tous sur ce plateau. Et, aveuglés par cette même lumière déclinante, ils regardaient tous exactement dans la même direction, vers l'ouest, espérant le même salut. L'alignement géographique forçait en fait l'alignement social. Le plateau et le soleil effaçaient instantanément les classes sociales. Ouais, c'est magnifique. Se tenir sous ce massif tori en pierre à la fin de la journée, franchement, ça reste une expérience fondamentale pour quiconque arpente la ville aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'occasion de visiter aussi le petit pavillon du Kameido juste à côté. Là-bas, on peut observer des gens utiliser l'eau d'une source souterraine qui s'écoule sur des tablettes de bois pour communiquer avec leurs ancêtres. La boucle est bouclée, quoi. L'eau, toujours l'eau, qui relie les vivants aux morts. Tout à fait. Et en synthétisant un peu l'immense richesse de toutes ces sources historiques, il y a vraiment 3 piliers fondamentaux qui émergent de l'étude. Premièrement, c'est que la géographie dicte le sacré. Le conflit éternel entre le plateau protecteur et les eaux menaçantes de la baie a façonné l'emplacement même des pouvoirs. Deuxièmement, on assiste à une démocratisation spirituelle féroce. Osaka a inventé une religion qui transcende les hiérarchies, qui est capable de fondre les ossements des travailleurs pauvres dans le même bronze que celui des élites. Le grand mixage. Ouais, le grand mixage. Et enfin, le troisième pilier, c'est une résilience par le recyclage des mythes. Face aux bombes, face aux dictats gouvernementaux, les croyances n'ont jamais vraiment cassé. Elles se sont juste tordues et réinventées pour assurer la survie psychologique de la communauté. Ce que ces recherches démontrent implacablement, c'est qu'Osaka, c'est bien plus qu'une machine à produire des transactions commerciales ou des plats super savoureux. Derrière cet écran aveuglant des néons modernes qu'on connaît tous, il y a une vraie matrice de chair, de sang, de ruse politique et d'un profond désir de justice spirituelle qui s'est construite sédiment par sédiment. C'est l'infrastructure invisible mais complètement indestructible de la condition humaine urbaine. Et pour clore notre analyse aujourd'hui, je voudrais partager un dernier petit détail assez bouleversant qui est issu des fouilles archéologiques détaillées dans le rapport. Lorsqu'ils vont radiographier et restaurer certaines des très très vieilles statues en bois du temple Shitennoji, les chercheurs ont fait une découverte stupéfiante. À l'intérieur des cavités creuses... Ils s'attendaient à trouver des textes anciens, non ? Ouais, ils cherchaient des parchemins sacrés ou des reliques officielles. Mais non, ils ont découvert des milliers de minuscules paquets en papier plié. Et devine ce qu'il y avait à l'intérieur de ces paquets ? Des renures d'ongles, des petites mèches de cheveux, de vieilles dents et même des cordons ombilicaux complètement séchés. Waouh ! C'est intime, très intime. Extrêmement. En fait, pendant des siècles, des croyances ordinaires, qui étaient terrifiées à l'idée de disparaître sans laisser la moindre trace, ont soudoyé des artisans ou alors ils ont glissé en secret des fragments de leur propre biologie à l'intérieur des statues de l'État. C'était leur façon de s'assurer de voyager clandestinement vers les paradis. Des passagers clandestins vers l'éternité, en somme. Exactement. Ce besoin tellement viscéral d'éternité matérielle, ça nous laisse sur une question assez troublante. Si notre civilisation hyper-technologique venait à s'effondrer demain et que tous nos serveurs informatiques tombaient en poussière, quels fragments invisibles de nous-mêmes les archéologues du futur trouveront-ils cachés dans le béton de nos propres infrastructures, cherchant désespérément à défier l'oubli ?